remercie ma très chère amie Fulvia Castellano qui lira avec inspiration, dit-il, hein, un peu celle de Diotime dans un autre symposium et de sa propre voix mon petit propos sur l'Absalon Absalon de William Faulkner. Elle fera consister mon absence que je regrette aujourd'hui, mais il faut aussi que je confesse un certain plaisir à me savoir entendu à distance et par le truchement d'un genre qui n'est pas le mien. Si des mimiques de désapprobation viennent ponctuer cette lecture, je ne le saurais pas. Et si au contraire il se trouve certains d'entre vous pour juger une ou deux hypothèses acceptables, et surtout les citations bien choisies, j'éviterai le piège tendu de la vanité. Il y a aussi qu'écrire engage toujours une forme d'absence. On écrit aussi pour n'être pas tout à fait présent à sa lettre. C'est bien cela que Socrate, dans le Phèdre, reproche à l'écriture, qui est comme une réserve où le locuteur qui écrit se tient lâchement, si on peut dire, ou prudemment, ou avec ruse. La lettre à l'écrit reste en instance, selon la formule connue de Lacan, ce qu'elle ne fait pas dans le délié ou l'improvisé d'une vraie parole discursive, reprise, se reprenant, vivante. On écrit aussi depuis un certain reste. On écrit parce que quelque chose ne peut être dit, ou même on écrit parce que quelque chose ne peut pas être écrit. Par exemple, le nom du père chez le sujet psychotique, si on pense ici encore avec les mots de Lacan. L'écriture chez Faulkner est une efflorescence d'elle-même, une effervescence, une mousse, ou un mascaré, comme dans les palmiers sauvages, ou une écume, selon l'image devenue un peu convenue depuis au moins Stéphane Mallarmé et Boris Vian, ou une large plante, comme cette glycine, dont Faulkner dit qu'il nous en raconte juste un seul été. Quant à l'événement, l'écriture coule et sèche à ne pouvoir rien en dire. Il est comme absent, ou noyé, perdu, ensablé. Il y a juste parfois une ligne pour l'indiquer, un bout de phrase, comme un trait de pinceau dans un très vaste tableau et qui ne porte pas la charge d'une signification spéciale. Le phénoménologue Claude Romano, dans son très lumineux livre sur Faulkner, Le chant de la vie, phénoménologie de Faulkner, auquel je rajoute bien peu et duquel je retire beaucoup, cite le poète du tout-monde Édouard Glissant. Je cite: L'œuvre de Faulkner m'a toujours paru être ainsi, une révélation différée, qui engendre sa technique, non pas d'élucidation, ni psychologique, ni sociale, mais en fin de compte d'amassement, d'un mystère et d'un roulement d'un vertige, accéléré plutôt que résolu, par cette folle vertu du différemment et du dévoilement autour d'un lieu qu'il lui faut signifier. Fin de citation. On imagine ainsi ces glycines, signifiantes et sucrées, différées, s'engendrant elles-mêmes, presque sans feuilles, qui, depuis la bouche de Rosa Coldfield, la non-épousée, dans un des plus beaux textes sur les fleurs jamais écrits avec ceux de Proust, ensemencement un introuvable lieu presque gothique, celui de la signifiance, un écart avec lui-même, écart qu'il constitue comme lieu et qui le fait donc introuvable. Les fleurs sont envahissantes, impuissantes, aux racines délaissées, endormies, oubliées. Elles poussent le texte vers lui-même, le plissent sans but et sans morale, sans dessein. Le dessein dans les anneaux de ce texte innombrable n'est que du colonel Thomas Sutpen. Il n'y a chez Faulkner rien de nouveau non plus sous le soleil pressurant. Jamais, sinon que jamais, un blanc n'avait montré à quel point le passé sudiste n'était pas passé. William Faulkner est un des écrivains les plus efflorescents, au sens sudis, qui soit. Peu d'auteurs à ce point jugent impossible la description, disons intentionnelle et calme, du manque. Manque qu'on peut bien ici appeler la scène primordiale, qui n'est ni reconstituable ni réparable. Aucune réduction ne peut la saisir,
aucune réminiscence. L'écriture de Faulkner est une expérience, peut-être de ce point de vue unique dans le genre du roman, d'expression de la sensation pure, de la sensation sans objet, ni noèse ni noème dans la phénoménologie de Faulkner, et pour ainsi dire sans sujet non plus. Il s'y agit non de sentir quelque chose, mais de juste décrire ce qu'est sentir, ce qu'est le sentir. On ne commence pas à sentir, on sent et alors on a tout de suite senti. C'est en même temps qu'on voit et que l'on a vu, enseigne Aristote. C'est cette physique qui est à l'œuvre chez Faulkner. Aucun platonisme, aucune idée, aucun concept, aucune dialectique, aucun espoir qu'une forme positive, l'histoire œuvrant, finirait par déborder du négatif par le jeu supposé ascensionnel de l'être et du non-être. Comme chez Aristote, une porte est ouverte ou fermée. Pas de traversée idéale. Sera alors juste accordée à Sudpen, devant cette porte interdite, la découverte importante qu'il a des cheveux et des vêtements. Il découvre d'un coup, la livrée en somme, et c'est tout. Ainsi la porte du traumatisme est-elle fermée, barrée, c'est un absolu, comme fut donc refermée sur Thomas Sudpen par un nègre singe qui le toise la porte de la maison du planteur où son père lui avait demandé de porter un message. Pas un mot, plus un verbe. Et dans un voile qui tombe des deux côtés, plus une image. Il ne se rappela, citation, et il ne se rappela jamais ce que dit le nègre, ni en quels termes il s'exprima pour lui enjoindre, avant même qu'il eût le temps de dire pourquoi, il venait de ne plus jamais se présenter à nouveau à cette porte de devant, mais de faire le tour par derrière. Le langage lui-même est sa beauté. On saura juste que la porte était blanche. Et dans le même échec de communication, le texte dit de son fils Charles le Bon que son père ne l'a jamais reconnu, il l'a seulement averti. Un unique dessin d'un coup prendra les rênes du sujet soufflé. Construire Sudpen's 100, ouais, c'est ça? Oui, domaine paranoïaque d'où le sujet ne serait plus jamais chassé, tandis qu'avait été chassé tout à l'inverse, bien moins symboliquement, et tué, quelques lignes plus haut, un nègre de Pettibone, battu comme s'il n'était pas un nègre réel, un être vivant, une chair vivante, capable de ressentir la douleur, de se débattre et de se débattre et de crier. Thomas Sudpen, au bord d'être clos, peut encore juste à peine imaginer, et sur la foi du récit de son père, que, dans l'obscurité, entre des arbres troués par torches, non en luttant, flottait juste la face ballon d'un nègre suspendu, gonflé et lisse comme une feuille de papier. Les deux actions sont juxtaposées. Il y a juste un adverbe, maintenant, qui écarte encore les deux moments. D'abord la face ballon d'un homme noir, frappé d'un seul coup désespéré et désespérant, avec l'enveloppant des vagues mugissantes d'un rire jovial, absurde, effroyable, énorme. Puis la face soufflée à jamais d'un homme blanc dont le langage et l'imagination s'écroulent au profit de l'obsession et de l'un. Aucun fils ne survivra psychiquement à cet un absolu et incestuel, car à force de vouloir la pureté de la bonne race, on se chevauche soi-même. Du père qui, par orgueil, voulait un fils et qui a eu tant qu'ils le détruisirent. Tous les visages se figent, gonflent, car la mutualisation de la vie est le sang de la vie humaine, et l'expérience raciste, au contraire, est la dévitalisation de l'ensemble, de l'être ensemble, dirait la phénoménologie. Une cécité s'installe, et Sudpen ne tire strictement aucun enseignement de ce qui lui arrive, comme du reste il n'était capable de rien à l'école. Une articulation, une réflexion manque, une marque manque. Rien à voir de ce point de vue avec le tyran Kurtz Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, auquel on l'a parfois comparé. Cette porte qui claque, qui fait éclater l'espérance d'une vie avec les autres, est le leitmotiv de tout le roman.
On le retrouve par exemple dans la façon dont Miss Rosa est arrêtée en haut d'un escalier par le visage de Cerbère de Cliti, visage qu'elle ne peut dépasser. Décidément, rien ne passe chez Faulkner. Est-ce un visage? C'est bien un visage, Sudpen. Bien un visage, Sudpen, couleur de café, là, dans la pénombre, barrant l'escalier. Le visage Sudpen qui, sans approcher, sans émerger de l'ombre, était déjà là, ferme comme un roc et antérieur à tout, temps et maison et destin. Faulkner n'est pas un auteur de l'ego, du sujet. Il est, de ce point de vue, assez peu freudien, bien moins que d'autres Américains comme Conrad, Daiken, par exemple, qu'admirait beaucoup Freud. Peu d'objets partiels se détachent de la coulée dans laquelle la vie roule. Aucune chronique, aucun journal d'enfance, encore moins de stades tels que Freud les a imaginés. C'est la densité seule des actions, leur profondeur, leur ligne de flottaison qui règle leur apparition et non le moindre ordre logique. D'où vient que Faulkner peut sembler obscur, pas au sens qu'aurait l'existence d'un autre continent noir, alors que l'intrigue est, au fond, assez classiquement sophocléenne. Compréhension et incompréhension battent comme deux ailes. Et l'humain, cet éternel monstre mortel, vit concomitamment dans ces deux dimensions. Thomas Sudpen est un monstre de type grec, comme il y a nu, au moins jusqu'au Macbeth de Shakespeare, pour lequel autrui n'est qu'une marche de plus à gravir. Macbeth, acte 1, scène 4. Il l'est si on veut, et si on veut l'élucider avec la loupe savante. L'obscurité de Faulkner n'est pas un obstacle à vaincre. Elle est juste le milieu, comme dit le critique Jean Pouillon, dans lequel se déroule la vie. C'est la densité donc qui décide de l'apparition d'un fait, et non sa place dans quelque séquence que ce soit. Les vies, en effet, sont dès le début trop amêlées, indémêlables, pour y espérer le moindre éclairage cartésianoforme. Folie raciste de ceux qui veulent y voir trop clair dans le purin de l'origine. Le narcissisme, qui est singulier toujours, n'est pas le premier tropisme chez Faulkner. Le premier tropisme, comme on l'a souvent dit, est l'effet choral de la vie. Il y a dans Absalom, Absalom un merveilleux passage dans lequel Faulkner, plus clairement que dans d'autres livres, ou avec plus d'assurance, donne la formule de sa Weltanschauung. Il est un peu long sans doute à entendre, mais il est si beau, beckettien, de style presque, que je vous propose de l'écouter dans son entier. Beckettien de style presque, que je vous propose de l'écouter dans son entier. Je le lis en entier. Si? C'est écrit comme ça. Ok. On est en même temps qu'un tas d'autres gens, tout embrouillés, avec eux comme si on s'efforçait, comme si on était obligé de faire mouvoir avec des ficelles ses bras et ses jambes. Mais les mêmes ficelles sont attachées à tous les autres bras et jambes, et tous les autres essaient également, et ne savent pas non plus pourquoi. Si ce n'est qu'ils se prennent dans les ficelles des autres, comme si 5 ou 6 personnes essayaient de tisser un tapis sur le même métier, mais chacune d'elles voulant tisser sur le tapis son propre dessin. Et cela ne peut pas avoir d'importance, on le sait. Ou bien ceux qui ont installé le métier à tisser auraient un peu mieux arrangé les choses. Et pourtant cela doit avoir de l'importance, puisque l'on continue à essayer ou que l'on est obligé de continuer, et puis tout à coup, tout est fini. Et tout ce qui vous reste, c'est un bloc de pierre avec quelque chose de griffonné dessus. C'est vrai que c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Thomas Sudpen exclut radicalement l'autre hors de soi. L'ipséité tombe du côté de la paranoïa, qui est toute fureur de l'unité du sens, et la fin du choral, déni de la mort, refus de cette obligation absurde de continuer alors que la fin est déjà dans le commencement. Et enfin, exaltation de la légende éternelle du dessin, du projet, contre le griffonnage et presque l'illisible que chacun laisse sur terre de son passage. Mais si je vais le redire maintenant autrement, c'est que chez Faulkner, les choses justement ne passent pas.
Et pour la raison que la mémoire y est très particulière, et là encore bien peu freudienne. Les souvenirs chez Freud sont déposés avec des empreintes différentes selon le stade du processus. Et elle est tout aussi loin de l'expérience du souvenir involontaire qu'on trouve chez Proust, pour lequel la réalité ne se forme que dans la mémoire, selon la formule inaugurale d'un amour de Schwann. À la fois, chez Faulkner, la mémoire sature la vie et à la fois elle n'existe pas. Comment, avec une telle mémoire qui n'est rien, se passerait-il quelque chose? Écoutons encore, à la page cardinale de Glycine, ce que dit Rosa Coldfield de la mémoire. Telle est la substance, la sensation du souvenir. La sensation, la vue, l'odorat, les muselles avec lesquelles nous voyons, entendons et sentons, pas l'intelligence, pas la pensée. La mémoire n'existe pas. Le cerveau ne reproduit que ce que les muscles cherchent en tâtonnant, ni plus ni moins. Et la somme de ce qui en résulte est d'ordinaire incorrecte et fausse, et ne mérite que le nom du rêve. Rosa Coldfield évoque ensuite l'expérience d'une main qu'on approche d'une bougie sans que puissent se réveiller l'intelligence et le cerveau qui ne font de cette chaleur qu'un mythe, la main endormie pouvant à la rigueur être transformée par ce même cerveau et cette même intelligence endormie en cette même substance fictive déviée de toute expérience. L'humain, dans cette radicalisation presque aristotélicienne des philosophies sensualiste n'est qu'un appareil sensitif, tandis que l'organe de commande ne fait que rêver ou concevoir quelques mythes sans valeur de la fuite du réel. La vie est reptilienne, sans conscience, ni sujet, juste des réflexes, des sensations à peine reliées entre elles, sans temps commun. Il n'y a aucun principe d'unité, et en effet, la lecture de Faulkner est ardue, car comme au jeu de Mikado, toutes les aiguilles dans son coup de temps sont lancées sur le tapis, jetant un continu défi à la tradition linéaire de la phrase, du paragraphe, du chapitre. Il y a aujourd'hui dans certaines séries américaines, par exemple The Wire, sans doute un arrêt assez proche de la panoramique folklérienne. Pardon, hein. Oui, je fatigue. Il ne se passe qu'un paysage, avec des planteurs et des êtres fleurs. Le temps chez Faulkner ne nous élabore pas. Il nous défait sans cesse, au double sens du terme qu'emploie Claude Romanon. Mais c'est aussi que la mémoire est tout. Elle est en amont de l'élaboration du sujet lui-même. Elle est comme sa chair, et que la mémoire oublie, ce serait comme la chair qui s'oublierait elle-même. C'est au contraire la chair qui se souvient, comme l'illustrent les peintures de Francis Bacon, par exemple. Ni inconscient, ni labyrinthe topique, ni sphère cognitive rendue visible avec les machines ne sont en charge de la mémoire. C'est à l'inverse la mémoire qui est en charge d'eux. Et la chair garde tout en elle. Aucune forme en conséquence ne peut passer. La chair ne passe jamais. On trouve dans Lumière doute un passage qui l'a encore à cette couleur aristotélicienne du traité de l'âme. La mémoire croit avant que la connaissance ne se rappelle, croit plus longtemps qu'elle ne se souvient, plus longtemps que la connaissance ne s'interroge. Faulkner met la foi, le croire au cœur de la mémoire. C'est une saisissante audace que de conférer à la mémoire le fait de pouvoir croire, la croyance, la foi. Les souvenirs en somme n'existent pas. Ce qu'indiquait déjà Rosa Coldfield, philosophant au milieu des glycines. Ils ne peuvent donc pas passer. Ce qui existe seulement, c'est la douleur, la spoliation, les pertes. La conséquence funeste, c'est Harry, dans son poignant monologue à la fin des Palmiers sauvages, qui la révèle. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Aucun appel thérapeutique, d'aucun type chez Faulkner, et certainement pas cette issue dans l'éternel que pour Proust, l'art est seul à pouvoir ouvrir aux humains. Tout est fermé, cadenassé, chacun sait ce qu'est avoir pour toujours des chaînes aux pieds. Voilà ce que Faulkner enseigna au monde. Une chose simple, à laquelle tout le monde a accès plus ou moins, de temps en temps peut-être, dans une certaine expérience du travail ou de l'amour. Que la vie est chère,
que la mémoire est charnelle, donc que c'est en elle que s'élabore la foi et que rien ne passe jamais. C'est peut-être une évidence biblique. Faulkner eut le génie unique, obstiné, obsédant, de le faire entendre depuis le Sud américain. Il sut donner aux nègres écrasés par le patriarcat blanc que cette emphase stupide et sans fin du père se posant sans borne comme père, chose la plus simple à faire, écrit Serge Sabinus dans son beau préambule, qui fut toute sa vie le démoniaque colonel Sudpen, avant le coup de faux qui le biffe enfin et met fin à ce destin innocent, comme le précise encore Serge Sabinus, donnant aux nègres le mausolée d'un texte actif. Profonde activité d'un texte dont Serge Sabinus, que je remercie de m'avoir convié, repère la nature borroméenne qui éclate dans les tout derniers accords du livre. Schreve, dans les dernières lignes, finit par demander à Quentin, sorte de coryphée d'oreille du texte. « Tu veux savoir ce que je pense ?»« Non, dit Quentin. Alors je vais te le dire. » S'ensuit sa très logique déclaration de non-amour pour le Sud. Le Sud? Non, je ne le hais pas. Je ne le hais pas. Absalom, absolution?